Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le cours qui s'intitule Analyse comportementale des systèmes. Il s'agit du cours numéro 3 du cycle Modélisation des systèmes pluritechniques. Tout d'abord, nous verrons l'intérêt et l'objectif de ce type de modélisation, puis nous verrons quelques aspects de deux différents diagrammes du modèle SysML qui permettent de modéliser le comportement des systèmes, le diagramme de séquence et le diagramme d'état. Et enfin, on pourra faire le lien avec l'utilisation des différents algorithmes qu'on peut utiliser et nous irons jusqu'à quelques éléments concernant l'implémentation vers des systèmes pluritechniques complexes réels. Et enfin, pour conclure, on fera un bilan sur les différents diagrammes SysML et les interactions qu'il peuvent y avoir. Ce chapitre est donc la continuité du chapitre précédent dans lequel nous avons pu faire une analyse globale des systèmes externes, puis nous avons fait une analyse structurelle des systèmes avec les différents diagrammes structurels du langage SysML et nous avons pu également faire un petit peu de modélisation avec les diagrammes de blocs internes par exemple. Dans ce chapitre-là, nous allons aller plus loin pour faire la modélisation du comportement du système, puisque le langage SysML permet de faire ça. Maintenant, on va voir les différents diagrammes qui permettent de le faire, le diagramme de séquence et le diagramme d'état. Donc le premier diagramme qui permet de faire ça, c'est le diagramme de séquence. C'est une modélisation comportementale du système assez globale, qui permet éventuellement de faire une sorte de notice d'utilisation du système. Le deuxième type de modélisation concerne les diagrammes d'état et d'activité qui permettent d'avoir un point de vue plus interne. Alors cette différente partie sera vue de manière plus détaillée durant le semestre 2. Tout d'abord, le diagramme de séquence. C'est également un diagramme SysML. L'abréviation anglo-saxonne et SEQ, il permet de décrire les différentes interactions qu'on peut avoir entre différentes entités, par exemple l'acteur du système, le système et les sous-systèmes. Puisqu'on se situera dans la phase de vie d'utilisation standard du système, c'est généralement ce qu'on aura. Ce diagramme de séquence est rattaché à un cas d'utilisation, défini par le diagramme d'utilisation qu'on a pu voir dans le chapitre précédent. Et ce type de diagramme permet éventuellement de voir l'évolution positive du système, fonctionnement normal, mais également de gérer éventuellement des problèmes, ce qui sera une évolution négative. En termes de représentation graphique, on aura une considération d'écoulement du temps avec ce qu'on appellera des lignes de vie, qui se représenteront par des traits verticaux en pointillés. On précisera le propriétaire de cette ligne de vie. Généralement, ce sera les acteurs, le système, et puis éventuellement des acteurs secondaires et des sous-systèmes sur la partie supérieure. Et le temps s'écoulera du haut vers le bas. On aura ensuite des messages qui seront des entités qui peuvent transiter d'une ligne de vie à l'autre. Il s'agira en fait de traits horizontaux sur lesquels pourront être présentes des flèches. Alors il y aura les flèches en pointillés qui représentent un retour, cela signifie qu'il y aura eu un aller, donc un message en amont de ce retour. Alors les messages synchrones, donc là l'émetteur est bloqué en attendant une réponse, ça se représentera par une flèche pleine, et les messages asynchrones, ça sera représenté par une flèche évidée. Et on pourra avoir une flèche qui boucle, qu'on appellera message réflexif, qui permet de représenter un comportement interne. Voici un exemple de diagramme de séquence qui permet de représenter déjà des fonctionnalités simples de ce diagramme-là. Alors c'est un exemple qu'on retrouve assez classiquement. On remarque ici donc deux lignes de vie, deux traits verticaux. Nous avons l'utilisateur et le radio-réveil. Donc la première ligne de vie à gauche concerne l'utilisateur et la ligne de vie à droite concerne le système, donc le radio-réveil. On a donc des traits horizontaux qui vont représenter des messages. On a dit précédemment une flèche pleine représentait un message synchrone qui attendait un retour, donc un message. C'est ce qu'on a ici. Donc ça, on l'a vu dans la partie précédente. Et on a des flèches évidées qui n'attendent pas forcément de retour. Donc ça, ce seront des messages asynchrones. Et puis on a donc un message réflexif qui vient d'une ligne de vie à l'autre. Voilà en termes de syntaxe. On peut ici mettre des commentaires sous la forme d'un petit post-it, mais c'est juste des commentaires, ça ne représente pas le comportement du système. Alors comment on peut lire ce diagramme? Donc on remarque que ce diagramme permet en fait de décrire le comportement d'un radio-réveil. On va évoluer dans le temps, donc verticalement vers le bas. Donc l'utilisateur dans un premier temps va envoyer un message au radio-réveil, c'est-à-dire qu'il va agir sur le radio-réveil. On peut imaginer qu'ici c'est en appuyant sur un bouton radio auto, et en retour on a un message comme quoi l'alarme est en mode on. Ensuite donc le temps s'écoule, et là on remarque qu'on a un message réflexif qui correspond uniquement au comportement du radio-réveil. Ici on voit qu'on a quelque chose qui est écrit, donc quelque chose en anglais, ça va être en fait une sorte, ce qu'on va appeler un événement, donc c'est quelque chose qui va se produire de manière instantanée. Donc when h courante égale h alarme, alors on peut peut-être deviner ce qui se passe assez aisément. Donc ici ça va être un test, quand h courante sera égal à h alarme, cet événement va se produire. Et à ce moment-là, ce message
réflexif pourra se dérouler. Alors ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à un test. Donc h alarme, c'est une variable, et h courante également. On imagine que h courante, c'est l'heure qui évolue en fonction de l'horloge, du temps qui découle, et h alarme, c'est une alarme qu'on aura réglée. Donc lorsque l'heure sera égale à l'h alarme, ce message va pouvoir se produire. Et à ce moment-là, on va émettre un message, donc synchrone, mais un son radio, uniquement du radio réveil vers l'utilisateur. Donc là, vous voyez, ça permet de décrire simplement le comportement séquentiel d'un système. Ensuite, on peut rajouter un certain nombre de choses qu'on appellera des fragments combinés, qui permettront éventuellement de faire des répétitions ou de faire des instructions conditionnelles comme ce qu'on peut rencontrer en algorithmique classique. Alors, on va en avoir trois principaux. Le premier qu'on va appeler loop ou boucle, qui est un fragment qui permet de s'exécuter plusieurs fois. Et on donnera une condition de garde qui explicite l'itération. Ensuite, on aura le fragment optionnel, qu'on note opt en abrégé, qui ne s'exécute que si la condition fournie est vraie. Ensuite, on aura un fragment alternatif, où seul le fragment possédant la condition vraie s'exécutera. On verra qu'en fait, ça va correspondre à quelques syntaxes d'algorithmique classiques telles que les boucles et les instructions conditionnelles. Voilà à quoi ça peut ressembler si on met en place ces fragments combinés. Ça permet d'avoir une modélisation séquentielle du système un peu plus complexe. On a toujours les deux mêmes lignes de vie, l'utilisateur et le radio réveil, avec des messages synchrones, asynchrones, des messages réflexifs, mais en plus on a des fragments qui vont correspondre en fait à des rectangles qu'on met ici. Donc en haut du rectangle à gauche, on précise le type de fragment, donc ici fragment optionnel, ici le fragment loop, donc boucle, et ici le fragment alternatif. Donc on voit que sur cette modélisation-là, nous avons bien les trois types de fragments présentés plus tôt. On va commencer par le premier fragment, le fragment optionnel, qui nous dit que lorsque la condition fournie, donc la condition elle sera fournie en haut à gauche, est vraie, alors là vous voyez elle est entre crochets, ça veut dire qu'en fait ça sera juste une condition booléenne à vérifier. Donc lorsqu'on va arriver dans ce fragment, si la condition alarme off est vraie, et bien à ce moment-là, il va se dérouler ce qu'il y a dans ce rectangle. L'utilisateur va mettre la radio en mode auto, on va avoir un message en retour, comme quoi l'alarme est en on. Mais ça va se produire uniquement si en fait le radio réveil n'est pas en marche. S'il est en marche, si l'alarme est déjà en mode on, l'utilisateur n'a pas besoin de faire ça. Donc vous voyez, ça permet de décrire qu'en fait, il y a des parties de séquence qui sont optionnelles, qui ne sont pas obligatoirement réalisées. Le message réflexif, c'est toujours le même que précédemment, donc je ne vais pas le réexpliquer. Et ensuite, on va arriver sur un fragment loop, donc un fragment de boucle, associé ici à une condition qui va correspondre à la répétition de la boucle. Donc là, on peut mettre une durée pour dire qu'en fait, on va répéter cette boucle toutes les durées données ici. Et là, ça va permettre de modéliser le fait qu'un radio réveil peut se mettre en route plusieurs fois si la personne, par exemple, ne l'a pas entendu. Au sein de ce fragment loop, on va avoir un fragment alternatif qui va correspondre en fait à une instruction conditionnelle avec deux booléens. Donc là, on voit qu'on a également deux conditions de garde, radio et else. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que cette condition-là sera vraie si radio est vrai. Alors là, on peut imaginer que ça va être associé à un bouton sur le radio réveil où on enclenche un bouton radio. Et else, ça veut dire autrement, c'est-à-dire que si cette condition-là est fausse, et else sera vrai, comme ce qu'on peut retrouver dans les instructions conditionnelles. Donc à ce moment-là, le radio réveil va émettre un son radio si le mode radio est enclenché, et sinon un son buzzer. Donc là, ça permet de représenter le fait qu'un radio réveil va nous réveiller soit avec la radio, soit avec un buzzer sur le radio réveil, et il va répéter ce processus-là, toutes les 5 minutes, par exemple, le réveil, par exemple, va sonner pendant une durée donnée, et puis ça peut éventuellement se répéter. Alors ici, c'est un diagramme SysML un peu plus complexe que j'ai réalisé pour essayer de représenter les différentes fonctionnalités qu'on a vues précédemment sur la caméra GoPro, donc le mode timelapse, le mode vidéo, le mode photo, et le fait de pouvoir stocker les données sur un téléphone. Donc vous voyez, c'est bien associé au diagramme de cas d'utilisation qu'on a pu voir dans le chapitre précédent, mais le diagramme est un peu plus complexe. Ce que je vous propose, c'est qu'on analyse ce diagramme-là pendant le cours, puisque ça sera plus simple d'analyser ça avec le système. Donc le diagramme de séquence est en forte interaction avec le diagramme de cas d'utilisation, et on construit généralement un diagramme de séquence par scénario. C'est-à-dire que ça va être associé vraiment à une utilisation propre du système, sachant que le système peut être associé à différents scénarios. Donc à ce moment-là, il faudra faire différents diagrammes de séquence. Donc ce diagramme-là permet en fait de relier les fonctionnalités du système qu'on peut définir dans le diagramme de cas d'utilisation, ce qui n'indique pas l'association entre l'acteur et le cas d'utilisation. Donc vous voyez, c'est un diagramme qui vient un petit peu
après le diagramme de cas d'utilisation. Donc il y a une interaction forte, encore une fois, avec ce diagramme-là. Alors là, je vais vous présenter brièvement le diagramme d'état, qui se donne pour abréviation STM, comme State Machine en anglais. Et c'est un diagramme qu'on détaillera plus. Alors j'ai mis au semestre 4 en réalité, c'est au semestre 2. Et il permet de modéliser le comportement d'un système à des fins de programmation. On verra aussi le diagramme d'activité, qui est un diagramme également comportemental, qui permet d'aller un peu plus loin que le diagramme d'état. Et on verra ça également plutôt en fin d'année. Alors les états, les activités, on verra, ça se représente généralement par des rectangles à coins arrondis. On aura des flèches qui vont permettre de passer d'un état à l'autre, qui vont représenter ce qu'on appelle des transitions. Et on aura des occurrences qui seront attachées à ces transitions, qui vont correspondre en fait à des conditions de franchissement des transitions. Alors, on verra que contrairement au diagramme d'état, ce diagramme-là ne possède aucun événement associé aux transitions. Et ce diagramme-là permet de représenter les algorithmes, c'est-à-dire ça peut permettre de représenter de manière graphique le comportement d'un algorithme. Alors ce diagramme, il ne figure pas explicitement au programme, mais bon, il faut que vous soyez un peu capable de comprendre ce que c'est qu'un algorithme quand vous le ferez en informatique. Alors là, vous avez un exemple de diagramme d'activité qui représente en fait, alors là c'est sur un drone, il représente la possibilité de différents modes de fonctionnement d'un drone. Donc en fait, comment ça se lit ce diagramme-là? On va commencer par le cercle noir et on va terminer par le cercle blanc avec un cercle noir dedans. Donc on va appeler ça un état initial et ça un état final. Et puis donc là, on a le sens des flèches qui vont me permettre d'évoluer dans le diagramme. Donc on remarque que là, on arrive sur un rectangle allongé horizontal qui va représenter le fait qu'on va pouvoir effectuer des activités. Donc les activités, c'est ce qu'on va retrouver dans les rectangles en parallèle. Donc en parallèle, on va faire une lecture des ordres de commande du système, on va envoyer des ordres au moteur du drone et puis à la nacelle du drone qui va contenir donc une caméra pour faire des prises de vue. Donc ça va permettre de déplacer le drone et puis d'orienter la nacelle de prise de vue. Et en même temps, on va envoyer le flux vidéo. Voilà, là ça permet de décrire les différentes activités qu'est capable de réaliser le système. Ça, c'est notre diagramme d'activité qui permet de représenter le comportement séquentiel d'un système. Alors là, c'est dans un mode de pilotage d'urgence. Donc là, on voit que pour ce système-là, on s'imagine que c'est un drone qui comporte un train d'atterrissage. Donc on va passer de la sortie du train d'atterrissage, de la mise en position de sécurité, de l'arrêt des moteurs et du fait de sortir le parachute. Donc là, vous voyez, c'est une description temporelle, séquentielle du système. Alors cette approche pour modéliser le comportement des systèmes, ça permet de générer la commande des systèmes à l'aide de l'organe de traitement qu'on a vu dans le chapitre 2. Donc dans le chapitre 2, on a vu que ce qui permettait de traiter l'information, c'est généralement des microcontrôleurs ou des cartes de traitement, des cartes électroniques. Là, dans cette partie-là, je vais juste vous présenter brièvement les différentes structures algorithmiques qui permettent, si vous voulez, de s'apparenter à ce qu'on a vu notamment pour le diagramme de séquence, donc avec les fragments combinés. Alors c'est des choses que vous allez revoir en informatique tronc commun. Donc d'abord, le fragment combiné loop, donc de boucle, d'un point de vue informatique, ça va se représenter par des boucles itératives définies. Si on écrit ça avec un langage universel, donc pour une certaine variable, dans une liste, on va répéter un bloc d'instructions. Et ça, voilà, ça va s'arrêter, une fois après, on va s'arrêter la boucle. Si on traduit ça en Python, ça peut s'écrire comme ça, for variable, in list, et une suite d'instructions. Donc là, ça, vous allez le voir bientôt en informatique. Donc c'est quelque chose qu'on peut coder, c'est-à-dire qu'on peut passer du diagramme de séquence avec un fragment loop et le transcrire comme ça. Exemple, une liste de prénoms, donc une liste de termes qui sont des chaînes de caractères. Si je veux afficher tous les prénoms, je peux faire for x in prénom, print bonjour plus x. Et là, en fait, on va afficher bonjour plus chacun des prénoms. Les instructions conditionnelles, ça va être lié plutôt au fragment combiné optionnel ou alternatif. Donc si une certaine condition est vraie, alors on effectue le bloc d'instruction 1, sinon on effectue le bloc d'instruction 2. Donc si la condition est vérifiée, donc ça va correspondre au booléen true, on exécutera l'instruction 1, et si la condition n'est pas vérifiée, l'instruction 2. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc en Python, on a donc la syntaxe if une condition qui est un booléen, 2 points, un bloc d'instruction, et if une autre condition, un bloc d'instruction, et ainsi de suite, jusqu'à arriver éventuellement vers le else qui sera en fait la condition complémentaire de toutes les autres conditions précédentes. Donc dès lors qu'on va avoir plusieurs conditions, on pourra utiliser le elif qui veut dire sinon si. Si j'ai que deux conditions qui sont complémentaires, je peux uniquement utiliser le if et le else. Alors là, vous avez un exemple d'une fonction codée en Python qui permet de vérifier qu'un nombre est proche de 3 à 10-4 près. Donc là, on va avoir le nombre qui est la variable x. On va commencer par calculer une variable qui s'appelle distance, ce sera la valeur absolue de la différence entre x et 3. Et puis on va comparer la distance à 10-4.
Donc si cette distance sera inférieure ou égale à 10 puissance 4, on va renvoyer vrai, sinon on va renvoyer faux. Alors ensuite, le mélange de ces deux structures algorithmiques classiques, c'est la boucle indéfinie ou conditionnelle, qu'on peut traduire en français par le tant que. Donc tant qu'une condition sera vraie, on va réaliser un bloc d'instruction. Et on s'arrêtera une fois que la condition sera fausse. En langage Python, ça s'écrit while la condition est vraie, une suite d'instructions. Ici, vous avez un exemple d'utilisation d'une boucle indéfinie ou conditionnelle pour rechercher le premier entier n tel que la somme des entiers de 1 à n dépasse 11. Alors ce qu'on peut faire, c'est créer deux variables. Une variable qui va compter les entiers, une variable qui va faire la somme des entiers. Et donc on va comparer cette somme à 11. Donc tant que cette somme sera inférieure à 11, on va continuer d'incrémenter les entiers. Et puis on va continuer d'ajouter l'incrémentation de ces entiers à la somme. Donc là, les instructions qui sont là-dedans vont s'exécuter de manière séquentielle, l'une après l'autre, et vont se répéter tant que S sera inférieur au sens strict à 11. Et à la fin, on peut ajouter N. Donc la réponse ici, c'est 5. La somme donne 15, ça vous pouvez le vérifier facilement à l'écrit. Alors là vous avez vu comment dans la démarche de programmation des systèmes on pouvait agir. Donc dans l'idée c'est qu'on va utiliser éventuellement des représentations graphiques pour donner les idées sur le comportement des systèmes voulus. Et ensuite on va pouvoir traduire ça en langage de programmation et ensuite l'implémenter dans les systèmes. Donc dans les systèmes on va l'implémenter à l'aide d'interfaces dans les cartes de traitement de l'information. Donc généralement ce sont des microcontrôleurs. Et parfois, le langage de programmation, il est libre ou alors il est imposé. Donc par exemple, pour les cartes Arduino, généralement c'est du C++, sachant qu'il y a des cartes, les dernières cartes permettent de faire du Python directement. Donc là, vous avez un exemple d'un câblage d'un microcontrôleur avec un petit moteur et avec une alimentation. Et vous avez également l'exemple ici d'un code, alors qui n'est pas associé au pilotage du moteur, mais qui permet ici de faire des mesures sur un capteur de masse. Voilà, donc ça c'est un exemple de code, alors ça c'est du C++ qui peut être directement déployé vers une carte Arduino. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on écrit ce code sur un ordinateur, et ensuite on branche via un câble USB, une connexion USB, le microcontrôleur ordinateur, et puis on déploie le code sur la carte, qui est la structure d'un ordinateur, qui permet ensuite de lire le programme. Et ce programme, en fait, il va interroger des valeurs, des variables qui vont provenir des différentes entrées du système. On va conclure sur le chapitre 2 et 3. Donc la modélisation SysML permet de décrire de manière ordonnée un système. Il y a différents diagrammes qui permettent d'avoir une bonne vision du système et qui permettent d'aller jusqu'à la modélisation et la simulation des systèmes. Donc là, vous avez un diagramme qui permet de donner un petit peu les interactions qu'on va avoir entre les différents diagrammes. Donc ça permet de faire un petit peu le bilan de ce qu'on a pu faire et puis de montrer ce qu'il est possible de faire en plus avec ce système-là de représentation. Donc ça reprend un petit peu l'ordre dans lequel on a fait ce cours-là. Donc au départ, on a commencé par regarder l'approche globale du système. Donc on est rentré dans le système par le diagramme d'exigence, c'est-à-dire qu'on est parti du besoin et puis on a décrit toutes les exigences qui pouvaient être associées au système. Ce diagramme-là permet ensuite de donner les fonctionnalités du système, donc les cas d'utilisation. On a vu qu'à partir de ce diagramme de cas d'utilisation, on peut construire un diagramme de séquence qui permet d'avoir une représentation globale du comportement du système. Et puis si on va aller plus loin vers les simulations, on pourra passer par un diagramme d'état qu'on verra au semestre 2 et qui nous permettra d'avoir des simulations du système, c'est-à-dire de prévoir avec les performances du système simulé le comportement du système. On a aussi l'analyse structurelle du système qui se déroule en bas. Alors on a vu qu'il y avait le diagramme de définition de bloc et le diagramme de bloc interne. Alors l'objectif, c'est également d'arriver à avoir une modélisation plutôt liée structurelle au système, ou plutôt continue, qui arrive là. Alors pour ce faire, on va passer par un diagramme intermédiaire qui est le diagramme paramétrique, qui n'est pas au programme, mais on verra qu'on aura des diagrammes qui sont un petit peu similaires, qui permettent de faire ça. Et on a également le diagramme d'activité, qui au même titre que le diagramme d'état, permet d'aboutir aux simulations. C'est tout pour ce chapitre, je vous remercie pour votre attention.